Hello à toutes et à tous, je m'appelle Rania, j'ai 23 ans et je suis étudiante et alternante chez Nightline et c'est moi qui animerai cette nouvelle saison de Vide ton sac. Donc cette nouvelle saison va fonctionner en miroir avec notre compte Instagram Nightline Talks que vous suivez peut-être, sur lequel on explore mensuellement des thématiques liées à la santé mentale. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier épisode de cette nouvelle saison qui va traiter, c'est un épisode un peu particulier où on va traiter de notre thématique d'octobre pardon, qui est celle des addictions. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi deux invités que je vais laisser se présenter, donc Jean-Victor et Dylan. Bonjour Jean-Victor, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? bien sûr. Donc, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et par ailleurs, j'anime un compte et des conférences qui s'appellent Culture Pop et Psy, où j'explique la santé mentale en utilisant la pop culture. Merci beaucoup. Dylan, bonjour, Bonjour, je te laisse te présenter également. je vais bien, je manque un peu de méthodologie, mais je m'appelle Dylan, du coup j'ai 25 ans et je suis actuellement étudiant à Paris Nord, puisque je suis en reprise d'études et j'ai souffert et je souffre encore, dirons-nous, d'addiction aujourd'hui dans ma vie. Merci à tous les deux pour votre présence ce soir avec nous. Première question pour toi Jean-Victor. C'est quoi une addiction? Parce que personnellement, dans le monde étudiant, j'entends beaucoup autour de moi ce mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Notamment le mot alcoolique qui est utilisé un peu au second degré, alors que c'est une vraie maladie. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de définition pour vraiment comprendre ce terme? Bien sûr, alors en fait, quand on parle d'addiction, on parle d'une maladie qui touche le cerveau, qui est une maladie qui est souvent qualifiée de chronique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, puisque l'addiction, les critères, on va dire que ça dure au moins un an. Et en fait, c'est une maladie qui va être caractérisée par un certain nombre d'éléments, et notamment le fait qu'il y a une perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement, malgré le fait que ce comportement ait des conséquences négatives. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'addictions qui sont décrites à des substances, comme l'alcool que tu citais, mais aussi certains comportements. Ceci dit, tout comportement répétitif n'est pas une addiction, d'où certains abus de langage, mais je pense qu'on va en reparler par la suite. D'accord. Et est-ce que, du coup, selon vous deux, hein, le contexte étudiant et justement, enfin le contexte des études supérieures plus précisément, est particulièrement propice au développement d'une addiction? Moi je suis abstinent aujourd'hui, donc c'est pas ma réalité en tout cas. Pourquoi j'ai dit que je souffre encore d'addiction, c'est parce que ça a des ramifications beaucoup plus complexes en fait dans ma vie aujourd'hui. Donc Euh, Est-ce que par exemple le stress des études me pousse à avoir des comportements addictifs autres que par la consommation de produits qui me détruisent tout autant, avec lesquels je dois apprendre à vivre, à dealer, à gérer ce genre de problème dans ma vie? Oui, je vois que je me comporte exactement comme je me comportais avec le produit, dans mon rythme de vie, dans mon travail, dans le travail de mes cours, dans la gestion du sommeil. Avec l'alimentation, voilà, c'est très très compliqué de garder un équilibre. Donc, au niveau de ma réalité, à moi, je perçois le truc comme ça. Quand j'ai fait une première tentative, donc pas cette fois où je reprends mes études, mais il y a quelques années, mon addiction aux produits, cette fois, s'était aggravée de par le stress des études, de par l'angoisse de ne pas appartenir au groupe, aux autres, ces difficultés relationnelles que je pouvais avoir. Peut-être des émotions un peu trop fortes que j'arrivais pas à gérer. Et puis tout simplement, comme vous l'avez dit, il y a aussi une composante neurologique cérébrale. Je l'ai appris plus tard. Il y a un conditionnement avec un circuit rapide comme ça et qui échappe complètement à ma maîtrise, quoi. C'est très complet et l'observation de Dylan, elle rejoint la réalité qu'on peut voir dans les études cliniques, qui est que le moment étudiant, c'est souvent un moment qui est propice à la consommation, propice à des nouvelles consommations et notamment des comportements, on va dire, de comportements d'alcoolisation, par exemple, de binge drinking, donc c'est-à-dire le fait de boire beaucoup d'alcool en peu de temps. On sait que toutes les personnes et tous les étudiants qui vont avoir des consommations de substances psychoactives vont pas devenir dépendants, vont pas devenir addicts. Ça sert à rien non plus de diaboliser
tous les personnes qui participent à un week-end d'intégration ne deviennent pas dépendants de la maladie addictive, évidemment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que beaucoup vont être exposés et que sur cette part de cette classe d'âge qui va être exposée, un certain nombre va en fait du coup développer une maladie à partir de ce moment-là parce qu'il va finalement chercher un réconfort ou quelque chose, un substitut dans les substances finalement. D'accord. Et justement, cette utilisation peut-être abusive du mot addiction, alcoolique, comme tu l'expliquais, freine peut-être le dépistage, enfin la découverte de... Effectivement, il y a un certain nombre, c'est vrai pour toute la santé mentale, mais quand on parle d'addiction, on peut parler on va entendre des termes péjoratifs comme alcoolique, comme toxico, en imaginant que c'est toujours la personne, voilà, sans domicile, dans la rue, qui est complètement marginale par rapport à la société. On pense que c'est ça et on le voit notamment par exemple avec les débats qu'il y a en ce moment très vifs et assez radicalisés autour des consommateurs de crack. Pourtant, l'addiction, c'est bien plus large que ça. Et ce n'est pas que ça. Les addictions qui causent le plus qui ont le plus de conséquences au niveau sanitaire en France, c'est le tabac, l'alcool et le cannabis. Et quand on dit ça finalement et qu'on regarde un peu autour de soi, on se rend compte que ça concerne pour le coup un certain nombre de personnes et que c'est plus proche que ce qu'on peut imaginer. Mhm. J'aurais également aimé savoir si vous deux aviez une histoire personnelle avec les addictions et si vous pouviez nous en faire part. Moi, je pense en fait, j'ai entendu le dépistage d'une maladie qui survient à un certain moment. Et moi, en fait, j'ai toujours eu l'impression d'avoir été comme ça. J'ai toujours eu des comportements, que ce soit avec la nourriture, avec les autres, avec mes propres émotions, un rapport un peu bizarre avec mon corps. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, quoi, hein. Et je pense que dès que j'ai pu, j'ai commencé à prendre de la drogue autour de 14, 15, 16 ans. J'ai jamais su me raisonner, même quand j'ai commencé à fumer des clopes, quoi. Il y avait quelque chose, un espèce de rapport malsain et je le sentais. Je n'osais même pas le dire, en fait, hein. Je n'osais même pas en parler. Je crois que j'ai développé des réflexes, voilà, un manque de verbalisation, je ne sais pas comment dire, quoi. Et j'ai développé un espèce de mal-être qui m'a poussé à consommer. Donc de mes 16 à mes 17 ans à peu près, j'ai fumé du cannabis. Et quand je suis arrivé fin de lycée, début des études supérieures, il y avait toutes ces angoisses que j'arrivais pas à gérer, quoi. Un accès à l'autonomie qui n'était pas évident pour moi. Et j'ai commencé à prendre, j'ai vite été curieux d'essayer quelque chose de plus fort, quoi. Et ça a été un engrenage. Alors au début, je me suis raconté beaucoup d'histoires. J'ai essayé de me convaincre, de me créer un personnage qui allait avec ses addictions. Et ça a duré, en fait, voilà, j'ai décidé de fermer les yeux à ce moment-là sur certaines choses et ça a duré longtemps, quoi. Et j'ai mis longtemps à me réveiller dans ma vie, quoi. Alors, il y a eu des moments dramatiques, hein. Il y a eu des conséquences. Je me rappelle d'une fois où je me suis retrouvé à la rue parce que j'avais pété les plombs, surconsommé, où j'ai fait une overdose, où j'ai fini d'ailleurs à l'hôpital de Saint-Antoine, où apparemment, où j'avais une infection aux deux jambes, mon pied était devenu complètement noir à cause d'une infection. Enfin, ça a été très loin, quoi. Et certains moments où, à contrario, ma dépendance, mon addiction me semblait pas si grave que ça, quoi. Et du coup, je pouvais me conforter dans cette idée que ça allait. Puis à un moment, quand la souffrance est devenue trop forte, oui, je suis parti en cure de désintox. Un long, long chemin souffrant, qui est encore souffrant aujourd'hui. Mais la différence, c'est que je me vois changer, quoi. C'était positif. Et j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu te sentais du coup dans ces moments-là. Ah, il y a eu plusieurs périodes, effectivement. Il y a eu des périodes où je me sentais tellement frustré, beaucoup de frustration en fait, de ne pas pouvoir être en lien avec les autres, de pas pouvoir, de voir ma vie passer, défiler devant moi comme ça, et d'avoir l'impression de pas pouvoir y faire grand-chose en fait. Alors, j'étais quelqu'un qu'on pouvait qualifier de sans volonté au niveau de ma maîtrise de moi-même, de mes addictions, etc., de ma vie personnelle, des efforts que je fournissais pour me construire, etc. Par contre, à contrario, tu mettais un sachet de cam en haut d'une montagne, j'allais le chercher, quoi. Voilà. Donc, je pense pas, non, je pense pas que l'addiction soit un problème de volonté véritablement, même s'il y a un peu de ça. C'est plus, voilà, une incapacité à mettre cette énergie, cette volonté
dans la bonne chose, en fait, dans le truc constructif qui va me faire du bien. Et ça, c'est pathologique, quoi. Voilà. Tout comme le fait de mentir, de manipuler, enfin, tout le style de vie qui va avec, quoi. J'étais pas foncièrement mauvais, en fait. J'étais malade, quoi. Et ça, ce truc-là, ça m'a beaucoup aidé, quoi, de comprendre. Et puis, j'ai eu un moment où j'étais en roue libre, je crois, je n'y pensais pas, tellement j'étais désespéré. Et il y a eu un sursaut d'espoir. Je crois que ça s'est passé justement, alors pas par la voie médicale, mais quand j'avais traversé tout ça, l'HP, etc., et que j'ai été confronté à quelqu'un d'autre qui avait vécu la même chose et qui m'avait dit que lui, en tout cas, ça avait fonctionné, qu'il avait pu s'en sortir, quoi, et que ça pourrait être possible pour moi aussi, quoi. Et après, il y a eu des rechutes, mais il y a eu des micro-prises de conscience. Et à chaque fois, je me sentais plus conscient de moi-même, de ce qui m'entourait. Je comprenais plus de choses. Et voilà, à chaque fois qu'il y a ces petits éveils, en fait, je me sens de mieux en mieux, quoi. Et chaque jour, en fait, aujourd'hui, je travaille à me sentir de mieux en mieux, de plus en plus en phase, de moins en moins dissocié, parce qu'il y a eu des traumatismes, quoi, associés à ce truc-là. Et je me sens, même si des fois, c'est pas évident tous les jours, que je me lève le matin et que je suis mais, déchiré par l'angoisse, par moment, je sens que je trouve des solutions plus rapidement à mes problèmes, que je sais comment me faire aider, comment demander de l'aide. Et ouais, je me sens de plus en plus OK, quoi. Merci. Pour rebondir là-dessus, Jean-Victor, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on tombe dans une addiction. D'ailleurs, est-ce que l'expression tomber dans une addiction enfin, est juste? Disons que l'expression tomber dans l'addiction, ça fait un peu un avant, un après, comme s'il y avait un point de bascule. Et ça, je pense que c'est pas toujours le cas. Souvent, ce que les personnes décrivent, c'est une rencontre avec un produit. Et puis, après un certain temps, ce produit, il y a une perte du contrôle vis-à-vis du produit. Mais le moment où les personnes le réalisent souvent, c'est que en fait, ça fait déjà assez longtemps. Et puis jusqu'au moment où, en tout cas de ma perspective de clinicien, ils viennent à consulter encore un autre déclic. Donc c'est finalement on peut dire une progression comme ça. Comment? C'est sûr que c'est en fait exactement ce que dit Dylan, mais de manière, on va dire, plus clinique là aussi. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'on est avec chacun un bagage, une hérédité, finalement une vulnérabilité vis-à-vis des addictions avec laquelle on est, mais qui est vrai pour la plupart des maladies, mais aussi la plupart des caractéristiques où on est avec plus ou moins de sensibilité vis-à-vis de telle ou telle chose, avec une créativité, avec la taille, la couleur des cheveux, etc. Donc on est avec un bagage, dedans il y a une vulnérabilité ou pas à l'addiction, donc ça on n'y peut rien pour le coup. Ensuite, il va y avoir un environnement, typiquement, on parlait de l'environnement étudiant, mais il va y avoir beaucoup d'environnements si on est dans le milieu créatif de la musique, par exemple. On sait qu'on risque de croiser beaucoup plus de produits que si on est dans un milieu, je sais pas, religieux par exemple, où on se dit, bon, a priori, c'est pas quelque chose qui va être prôné comme étant quelque chose de très diffusé, donc il y a l'environnement qui va jouer. Et puis le dernier élément, ça va être le tempérament, c'est-à-dire que, comme le décrit Dylan, certaines personnes vont avoir un tempérament plus impulsif et on sait que ça peut du coup pousser à la consommation. Et puis finalement, et c'est ce qui je pense est le plus, en tout cas moi en tant que psychiatre, que je trouve le plus intéressant, c'est aussi finalement un mal-être ou en tout cas une insatisfaction. Dans le livre que j'ai écrit sur les addictions, en exergue, je cite une citation de la série Euphoria, où en fait elle décrit très bien ça, c'est-à-dire qu'elle dit je suis née en fait angoissée, et le jour où j'ai pris de la drogue pour la première fois dans ma vie, j'ai la voie de l'angoisse s'est arrêtée pendant quelques secondes, et en fait tout son parcours du coup de rétablissement et de consommation va tourner autour de cette idée de voilà, en fait, à un moment, quelque chose fait que l'angoisse s'arrête et que la personne a l'impression, entre guillemets, de vivre sans angoisse et du coup va rechercher du coup cette sensation par la suite. D'accord, oui, donc il y a quand même des terrains plus propices. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une fatalité, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de gène qui dirait, voilà, j'ai hérité du gène de l'addiction, donc je vais forcément devenir addict. Il n'y a pas de fatalité. Par contre, je pense que c'est important d'avoir conscience qu'on n'est pas tous égaux et que, pour le coup, si dans sa famille, par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes d'addiction, on a probablement un tempérament plus fragile vis-à-vis de ça et que, typiquement,
Si on est étudiant, boire de l'alcool tous les jours en quantité très importante, festive, même si on a l'impression que c'est un peu ce que tout le monde fait, c'est plus risqué parce que soi-même on a un tempérament qui fait que quand l'année universitaire va s'arrêter, ben, on va peut-être pas réussir à arrêter comme le font les copains. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, toi, en tant que clinicien, est-ce que tu en rencontres beaucoup des étudiants, enfin ce profil des étudiants qui souffrent d'addiction? Moi, je rencontre notamment des profils qui vont être après, et notamment un certain nombre de personnes dont les problèmes d'addiction se sont installés pendant les études. D'accord. Du coup, finalement, traînent un peu ces problèmes-là après. Parce que autant quand tout le monde boit, ça se voit moins ou c'est moins gênant, mais une fois qu'on entre dans la vie active, par exemple, qu'on n'arrive pas à rentrer dans la vie active à cause des problèmes d'addiction, là ça peut poser des soucis. Et comment on s'en sort? C'est une question pour tous les deux. Comment est-ce qu'on sort d'une addiction? Alors ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de réponse magique et qui s'adapterait à tout le monde. Après, je pense que c'est important et dans mon travail, j'utilise beaucoup les films ou les prises de parole de célébrités. C'est important de mettre en perspective finalement qu'il y a des solutions. Pour le coup, de ne pas avoir cette vision trop mortifère de l'addiction, parce que c'est vrai que si on regarde, alors un des films qui est qu'on utilise le plus, d'ailleurs que j'ai projeté dans le ciné-club, c'est le fameux Requiem for a Dream. À la fois ça montre très bien l'addiction et en même temps ça donne une vision qui est extrêmement pessimiste et un peu désespérante. On se dit bah voilà, en fait il y a un point A, un point B et il n'y a aucun espoir à partir du moment où on rentre un peu dans ce process là. Pour le coup il y a de l'espoir, il y a beaucoup de solutions qui existent. Comme toujours dans la santé mentale, il y a les idées reçues qu'on a sur la maladie, mais aussi sur les soins. Et finalement, les perspectives de soins, elles sont nombreuses, elles sont très différentes. Ça peut passer par l'associatif et le soutien des pairs, dont les plus connus sont par exemple les AA, donc Alcooliques Anonymes, ou NA, donc peut-être que Dylan en parlera par la suite. Il y a aussi, à la différence du système américain, où globalement ils proposent quasiment que ça, ou en tout cas où c'est vraiment au premier plan. En France, il y a tout un système de soins qui existe, gratuit, qui dépend de la sécurité sociale, qui sont des centres ambulatoires de soins des addictions. Donc déjà, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on se fait soigner que tout de suite on va être hospitalisé, mais à un moment, la cure de sevrage ou de désintoxication, ou la rehab comme on l'appelle dans la pop culture, est aussi un moment important et qui peut être justement, qui peut faire partie de l'ensemble des soins. Donc il y a pour le coup des solutions. Ce qui est certain, c'est que plus on consulte tôt, plus on essaie tôt de comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se joue, et ce qui fait qu'à un moment, les substances prennent toute la place de la vie de quelqu'un. Et plus finalement, on s'en sort rapidement et avec le moins de conséquences néfastes. Et pour toi, Dylan, c'était comment donc ton parcours de guérison? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ça a été un parcours de recherche, en fait. Voilà, de recherche de solutions. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je dis souvent que je ne regrette pas vraiment ce qui m'est arrivé, en fait, même si ça a été très douloureux, très traumatisant, en tout cas à mon échelle, à mon niveau. C'est quelque chose que j'ai pu très mal vivre à certains moments. Je me demande même des fois aujourd'hui comment je n'ai pas perdu ce truc de continuer, je ne sais pas. Mais ça a été en fait, c'était un mal pour un bien parce que j'ai toujours été vraiment voilà, perdu. Vous avez un peu cité Euphoria tout à l'heure. Et moi, je l'ai vu, bien évidemment. Il y a un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est je suis né au monde sans carte et sans boussole, je crois. Et c'était complètement ça, en fait. Et ça a été vraiment le fait de trouver des moyens pour m'en sortir. Ça a été un vrai travail de recherche sur moi-même. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Ça a été structurellement impactant, mais ça m'a énormément apporté sur le plan de la croissance, on va dire, émotionnelle, relationnelle. Euh, et ça a été effectivement voilà, une espèce comment dire, une espèce de lutte permanente. Est-ce que je vais voir le psychiatre? Oui, mais quand je vais voir le psychiatre, j'arrive pas à dire la vérité, je raconte que des conneries, mais je sais pas comment faire. Voilà, il y avait tout un truc un peu comme ça, à essayer de me faire aider des médecins, de l'hôpital psychiatrique. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de gérer ça tout seul, ça n'a pas marché non plus. Euh, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, effectivement, c'est le milieu associatif un petit peu. Vous en parlez un petit peu. Moi,
spécialement envie de de revendiquer une appartenance à tel ou tel groupe. Ce serait, je pense, déplacé. Mais en tout cas, sachez que les groupes d'entraide entre pairs, voilà, m'ont beaucoup, 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 beaucoup apporté. Et à côté de ça, il y a eu aussi une espèce d'approche un peu pluridisciplinaire avec, je sais pas, un suivi psychologique qui m'a aidé aussi sur un certain plan, un suivi psychiatrique à un moment qui a été nécessaire. Et puis tout ce qui était nécessaire aussi pour me faire du bien, développer de nouvelles croyances par rapport à moi-même, comme quoi j'étais pas une merde, j'étais pas un mec mauvais, j'étais pas un sociopathe, je l'ai cru longtemps. Voilà, plein de trucs comme ça, quoi. Et aujourd'hui, je m'accroche à tout ça, quoi. J'ai besoin de faire de nouvelles expériences, de voir que je suis capable de faire des études, par exemple. Voilà, ça m'aide aussi à rester clean aujourd'hui. Je ne vais pas parler plus, mais une approche pluridisciplinaire comme ça et surtout me faire aider des gens qui ont traversé ça, en fait. Je pense que ça a été le point déterminant, quoi. Voilà. Justement, dans les moyens de s'en sortir dont vous parlez de l'associatif. Et ce que je reconnais un petit peu dans vos discours, c'est cette notion d'aide par les pairs qui est chère à Nightline. Donc ma question suivante est à ce sujet-là, comment est-ce qu'on fait pour aider un proche qui n'a pas encore eu le déclic? Et est-ce que vous avez des ressources éventuellement à recommander, à aller chercher? Moi, personnellement, mon expérience me conduit à penser que si quelqu'un n'est pas prêt à se faire aider, il ne se fera pas aider, quoi. Et voilà, je l'ai vécu à mon niveau. Je le vis actuellement quand je rencontre des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas envie d'être aidées. Des fois, voilà, on a beau parler, dire ce qu'on veut, le message passe pas, quoi. L'addiction, c'est une maladie puissante, en fait, vraiment. Euh, le déni, tout ce qui empêche de trouver des solutions, les défenses, tout ça, c'est très là, quoi. Et ce que par contre, ce qui a pu effectivement me rapprocher un peu plus de ce moment où j'étais en recherche de solutions, c'était éventuellement des personnes qui essayaient de me mettre en contact avec des personnes qui avaient déjà vécu ça, puis essayer d'avoir des discussions. Et après, c'était mon chemin, quoi. Et à un moment, effectivement, si de ce chemin, en fait, j'en meurs pas, ou voilà, il y a un déclic, quoi. Et malheureusement, pour moi, en tout cas, c'est ça, quoi. C'est la sensibilisation, et puis à un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, les événements qui s'entrecroisent, j'en sais rien, et je trouve une solution adaptée, quoi. Donc, je pense que c'est possible de m'en sortir. Voilà. Est-ce que tu partages cet avis, Jean-Victor? Bien évidemment, effectivement, il n'y a pas y a pas de recette miraculeuse que l'entourage pourrait mettre en place. Après, je pense qu'il y a deux choses quand on parle d'aide par les pairs. Il y a effectivement l'aide par les personnes concernées par la maladie. Ça peut être extrêmement puissant parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus fort finalement, et c'est vrai dans tous les aspects de la santé mentale et même au-delà, mais c'est plus fort qu'un discours qui serait que médical ou que scientifique. C'est quelqu'un qui l'a vécu aussi et qui est aussi un support d'identification, parce que quand on voit quelqu'un qui va bien, moi j'utilise notamment pas mal les célébrités, mais quand on se dit voilà, Miley Cyrus qui dit je décide d'être abstinente pendant 6 mois, d'arrêter le cannabis et l'alcool, c'est sûr que c'est un modèle qui est intéressant et qui va un peu contre justement cette image que pour être fun il faudrait absolument consommer, notamment dans le milieu de la pop, etc. Bon, après je pense que ce qui est quand même important, on va dire au niveau global, au-delà des pairs, c'est de sensibiliser, d'éduquer par rapport à la santé mentale et aux addictions. Je pense que plus on comprend ce que c'est, plus on comprend que c'est une maladie, que ça n'a rien à voir avec la volonté, les tenants, les aboutissants de l'addiction, aussi les soins qui sont possibles. Et je pense que plus c'est possible d'avoir un discours qui est adapté et de quand la personne est prête, parce qu'effectivement on ne pourra jamais forcer dans l'addiction la personne à se soigner, mais quand la personne est prête, ça fait écho et c'est plus facile de commencer un peu à tirer un peu la pelote de laine qui est complètement enroulée dans tous les sens, et que la personne soit en état d'accepter la main qu'on lui tend. Ce qu'on constate quand même souvent, c'est que les attitudes de rejet de l'entourage, les
prêt à penser du style de toute façon un toxico il s'en sortira jamais, il dit ça mais il a dit qu'il a arrêté mais il ment. C'est des choses qui pour une personne qui est en processus de rétablissement sont extrêmement délétères, très négatives et qui pour le coup entament vraiment l'estime de soi. Donc je pense que plus la population générale sera éduquée par rapport aux maladies mentales, plus ce sera facile pour les personnes ensuite de faire leur chemin qui bien évidemment est individuel et propre à chacun, mais je pense que voilà, diminuer le taux de discrimination au niveau global, ça ne pourra faire qu'aider ensuite les personnes à trouver ce chemin-là et à le rendre possible. Évidemment, oui. Et d'ailleurs ce travail d'éducation, c'est notamment ce que tu fais à travers ton nouvel ouvrage qu'on vous recommande d'ailleurs chez Nightline qui paraît le 28 octobre. Et pour terminer, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez tous les deux un message clé à faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, aux étudiants qui nous écoutent et étudiantes, et notamment nous dire en 30 secondes pourquoi est-ce que c'est important de parler des addictions. Juste, si vous êtes concerné par ce genre de problème et que vous essayez d'arrêter seul et que vous n'y arrivez pas, effectivement, il y a des solutions qui existent. Il y en a eu un peu, je pense, évoquées ici. Et pas perdre espoir parce que après tant d'années passées à vivre sous substance, c'est difficile de réapprendre à vivre sans substance, quoi. C'est vraiment un moment... ça demande du temps. Voilà, j'ai été en souffrance longtemps, mais voilà, j'en suis pas mort et ça m'a beaucoup appris sur moi-même et surtout toutes ces émotions, je veux dire. Et ça a été vraiment un chemin de résilience qui m'a beaucoup apporté, quoi. Donc c'est possible. Et j'ai beaucoup aimé effectivement, je vais m'arrêter là après, mais j'ai beaucoup aimé effectivement ce que vous avez évoqué, la diminution de la stigmatisation systématique de l'addiction. Alors certes, dans certaines situations, au sein de certaines familles, il faut des fois se protéger de certaines personnes addictes et c'est compréhensible. En revanche, moi, la stigmatisation m'a toujours poussé à m'ostraciser un peu plus, à me défoncer un peu plus et à me faire un peu plus de mal à moi et un peu plus de mal aux autres, quoi. Donc, je trouve ça très bien que vous l'ayez évoqué et j'ai rien de précis à dire. Merci beaucoup, Dylan. Jean-Victor. Moi, le message, ce serait ne pas rester seul, effectivement, en cas de problème. Et peu importe le stade, entre guillemets, du problème, si on boit ou on fume une fois par semaine, mais c'est parce qu'en fait, c'est le seul échappatoire qu'on a dans la vie et que on se rend compte que c'est quelque chose qu'on fait pas tellement pour se faire du bien, mais plutôt pour lutter contre un mal-être. C'est déjà le moment d'en parler, d'en faire quelque chose. Donc à tous les stades, entre guillemets, la consommation, sans la diaboliser encore une fois, et je prône pas du tout pour le coup une politique qui serait celle de la prohibition parce qu'on sait que ça marche pas, mais à tous les stades il faut se faire aider et c'est possible, une aide est possible et effectivement pour les personnes qui sont concernées s'inspirer de parcours de rétablissement que ce soit celui dont Dylan nous a parlé ou de celui de, je sais pas, Bradley Cooper qui a dit qu'effectivement il est abstinent depuis plusieurs années. Il y a une ministre de gouvernement de Joe Biden également aux États-Unis. C'est vrai que je cite beaucoup d'exemples américains, mais malheureusement on sait qu'en France les paroles sont un peu plus timides là-dessus, ou des mannequins comme, je sais pas, Naomi Campbell. Enfin, dans tous les milieux de toute façon on trouve aujourd'hui des prises de parole intéressantes et qui montrent que c'est pas une fatalité et qu'à tous les moments, comme il dit Dylan, ça peut prendre du temps et ça peut être un parcours qui est long et qui est probablement beau et qui est très riche, mais qui n'est pas un parcours de santé, mais il y a des solutions qui sont possibles et il ne faut pas justement rester seul dans un coin avec ce type de problème, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Donc prendre la parole, ce sera notre mot de la fin et notre conseil à retenir. On touche malheureusement à la fin de notre émission. C'est un thème très dense qu'on a abordé aujourd'hui et merci à vous deux pour vos témoignages et pour votre expertise. Je pense que vous nous avez bien éclairé sur la question des addictions et que vous nous avez surtout apporté plein d'éléments de réponse et de conseils super intéressants. Merci Jean-Victor, merci Dylan. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'épisode. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas également à le partager à votre entourage. À très vite.